Eh bien, je suis ravie de participer à cette journée. Et voilà, donc je suis Dora Xilag, Solution Architect chez NVIDIA, donc je suis basée à Paris et spécialisée par mon background en computer vision et également en inférence donc de ces modèles d'intelligence artificielle pour la computer vision. Aussi aujourd'hui avec un nouveau focus sur l'IA générative et la multimodalité, donc qui mélange l'image et le texte. Vous avez pu le voir dans certaines applications, probablement déjà. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler essentiellement d'inférence et donc de l'optimisation de cette inférence et des outils que NVIDIA propose et qui sont parfaitement disponibles sur Oracle Cloud également. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Alors, effectivement, je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir accès au chat pendant que je présente. Mais sinon, il y aura un moyen de communiquer par ailleurs sur Slack ou je répondrai aux questions par écrit. Voilà, donc pour aujourd'hui, donc voilà, je voulais juste vous faire une petite introduction sur l'IA en général, du fait qu'il y a une demande croissante, évidemment, pour le déploiement facile et rapide de tous ces modèles qui commencent à être disponibles un petit peu partout en open source ou des choses que vous aurez envie d'appliquer pour vos applications en particulier. Donc, dans tous les domaines, hein, que ce soit le smart city, le retail ou dans la santé, beaucoup de choses nouvelles dans la robotique pour la santé, la robotique pour d'autres applications, la vidéoconférence comme on fait aujourd'hui avec par exemple le background blurré qui est sur notre vidéo actuellement, voilà, des chatbots pour des réponses dans des call centers, plein de choses. Donc, dans tous ces domaines-là, il y a besoin, il y aura des nouveaux besoins d'inférer des modèles à une rapidité toujours plus élevée et faciliter l'expérience aussi des utilisateurs derrière. Donc, du coup, quand on parle d'inférence et de modèles d'IA en général, on a un certain nombre de challenges qui se posent à nous. Donc, la première chose, ça va être l'application elle-même. Est-ce qu'on est sur un besoin real-time? Est-ce qu'on est sur un besoin de batching pour lequel on peut attendre un petit peu? Ou alors on est sur le streaming? Donc, tout un tas d'applications et leurs contraintes associées. On peut avoir plusieurs équipes qui travaillent pour nous avec des frameworks différents. Donc, quelqu'un qui arrive avec un modèle TensorFlow, quelqu'un d'autre en PyTorch, etc. Ou des modèles de machine learning plus simples et pas d'IA du tout dans le scikit-learn tout simplement, mais on a envie de déployer ces modèles-là également. On peut avoir plusieurs types de modèles, des architectures de type CNN convolutionnel ou des transformers un peu plus robustes, plus récents. Et puis, sinon, des arbres de décision. Voilà. Donc, toutes sortes d'architectures, de modèles, de frameworks. Et ensuite, selon la contrainte de l'application, on va vouloir déployer sur le cloud, sur on-prem, dans son data center, en edge ou embarqué. Donc, selon les applications, ça aussi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et puis, on peut utiliser des plateformes pour nous aider à scaler, à déployer sur le cloud, par exemple. Donc, par exemple, voilà, donc Kubernetes, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et puis, utiliser d'autres plateformes cloud pour juste faciliter l'intégration et le travail sur les applications partagées. Et puis, bien entendu, se pose la question du hardware. Donc aujourd'hui, on va parler de l'inférence en général, pas spécifiquement sur le GPU. Bon, évidemment, je vais avoir quelques petits focus et quelques optimisations qui sont spécifiques au GPU, mais sachez que l'inférence de l'IA et ce que propose NVIDIA est absolument compatible avec d'autres types de hardware, et donc typiquement les CPU également. Voilà, donc en fait, quand on commence une discussion avec un client autour de l'inférence, généralement, on pose toutes ces questions, ou lui-même nous en parle, ou lui-même nous expose ses difficultés, et en fait, tous ces sujets-là reviennent très régulièrement. Voilà, donc l'agenda pour aujourd'hui, ça va être, bon, donc on a parlé de ces challenges, et donc d'essayer d'y répondre avec un outil puissant qui est NVIDIA Triton Inference Server. Et puis ensuite, je parlerai un petit peu plus en détail de NVIDIA TensorRT, qui est lui pour le coup spécifique à l'inférence sur GPU. Et puis quelques petites notions pour aller un petit peu plus loin de pruning et de quantification. Donc c'est une présentation un petit peu technique sur la partie optimisation et des modèles d'IA, mais accessible a priori. Et puis dans l'objectif de du coup répondre à ces challenges de l'inférence en général. Et puis s'il reste un peu de temps, on pourra peut-être avoir quelques questions-réponses.
Voilà, je vais essayer de parcourir aussi un notebook que je peux faire tourner sur une instance qu'on m'a prêtée chez Oracle, donc pour vous montrer un petit peu la facilité a priori de déploiement sur Triton. Et ça va se dérouler au cours de la présentation sur ce notebook. Donc Triton s'inscrit dans une logique, après avoir entraîné et optimisé donc, son modèle, on veut le déployer. Donc cette chaîne ici que je présente, aujourd'hui on va focaliser sur la partie droite, donc l'inférence, mais évidemment avant cela, il y a aussi la partie apprentissage qui a aussi ses propres challenges et pour lesquels on a aussi des outils. Donc voilà, on pourra sur une prochaine session parler plutôt d'apprentissage avec nos outils comme Tao ou Nemo pour les modèles de langage qui sont plus spécifiques et plus gros. Mais voilà, Tao, c'est quelque chose que vous pouvez regarder pour la computer vision, c'est tout à fait adapté. Bref, donc cette partie apprentissage se fait en amont. Donc là, on part du principe que vous avez déjà un modèle entraîné dans un framework que vous voudrez. Et ensuite, on va s'intéresser à la partie inférence, pour le coup, avec une partie optimisation qui passe par TensorRT si vous voulez inférer sur GPU, et puis ensuite par l'outil Triton qui va justement vous aider au déploiement et à l'inférence simultanée de plusieurs modèles. Voilà, donc ça c'était juste pour vous donner un petit peu le schéma de l'apprentissage et l'inférence de bout en bout que vous pouvez avoir à faire. Et donc, si on rentre un peu plus en détail dans le Triton Inference Server, donc l'architecture se présente comme suit. Donc, en fait, c'est une grosse boîte verte comme ceci qui communique avec donc, des clients qui peuvent être vos différentes applications que vous allez mettre à disposition de vos utilisateurs. Donc, ils vont envoyer des requêtes et ils vont attendre un résultat dans un délai le plus efficace possible, évidemment, ou selon l'application. S'il n'y a pas de contrainte, le délai peut être reporté. Voilà, donc ça c'est pour l'interaction avec le client, donc l'application client ou votre application à vous. Et ensuite, derrière tout ça, se cache le modèle store, donc l'entrepôt de modèles dans lequel vous avez préalablement déposé tous les modèles qui ont été appris par vos équipes, vos modèles disponibles, ou les choses open source éventuellement. Donc seulement ils sont à disposition dans un répertoire et Triton va les interroger au fur et à mesure des requêtes que les clients demandent. Et en fait, Triton n'est rien d'autre qu'un orchestrateur. Donc ici, il n'y a pas d'intelligence artificielle dans la façon dont Triton procède ses requêtes. Simplement, l'intelligence artificielle est dans les modèles qui sont enregistrés et déposés sur le modèle store. Et Triton ne fait que orchestrer en fait toutes ces requêtes de manière optimale. Évidemment, Triton communique avec du coup, le hardware qu'il a à disposition ou qu'on lui indique d'utiliser, donc soit un GPU, soit un CPU, plusieurs GPU, plusieurs CPU, et peut vous indiquer également quelques métriques de tout ce qui se passe à travers le flux de requêtes, l'utilisation des GPU, l'utilisation des CPU, et puis voilà, donc la mémoire, tout ce qui est disponible, tout ce que vous auriez envie d'explorer. Donc, comment se passe l'orchestration à l'intérieur? Donc, la communication avec le client se fait par du HTTP ou du gRPC, ou vous pouvez aussi également écrire l'API directement en C dans la partie client. Et ensuite, une fois que ces requêtes ont été reçues, donc il y a différentes fonctionnalités intéressantes dans Triton qui sont que je vais détailler un petit peu après. Donc, par exemple, l'anime batching, on crée des files d'attente, elles sont orchestrées et renvoyées au client. Et les modèles qui sont inférés, donc dans le modèle store, vous pouvez avoir tout un tas de différentes frameworks, des backends très variés, donc que ce soit du PyTorch, du TensorFlow, ou Nginx, etc. Enfin, la liste est longue. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'architecture globale du serveur Triton. Model Analyzer, je reviendrai, c'est un outil qui vous permet de justement configurer correctement et chercher en fait la configuration optimale pour votre application. Et voilà. Donc, si on résume un petit peu les avantages que pourrait avoir Triton, donc à la fois c'est assez collaboratif, ça permet un petit peu de rapprocher les équipes de dev et les équipes de déploiement, parce que les équipes de dev vont vous développer la partie modèle, les modèles IA, et la partie déploiement va plutôt concerner l'orchestration, l'utilisation des ressources, etc. Donc c'est un
donc un outil qui est standardisé, donc qui vous permet d'utiliser énormément de différents frameworks et différents modèles. Donc ce côté standard est quelque chose de pratique dans le déploiement, quand on a un environnement un petit peu complexe avec plusieurs types d'architectures, plusieurs équipes qui utilisent les mêmes ressources. Finalement, on a envie d'avoir un même serveur d'inférence. C'est relativement pratique. Il sert donc plusieurs types de hardware et puis scale très rapidement. Enfin, en fait, c'est même pas de réflexion à avoir, c'est automatiquement l'orchestrateur qui scale pour vous. N'est pas à coder ou à utiliser des outils supplémentaires. Et puis, c'est open source. Donc, tout ce que je raconte là est gratuit, open source. Vous pouvez contribuer. Il y a selon les OS que vous utilisez, parfois vous avez besoin de customiser des choses. Donc voilà. Et puis évidemment, c'est mis à jour très régulièrement. C'est très actif. Il y a un forum GitHub sur lequel évidemment toutes sortes de questions circulent et qui mettent à jour qui mettent au jour des features qui ne sont pas disponibles et qui pourraient être intéressantes de rajouter, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de dynamique. Et pour avoir le support vraiment complet et détaillé, j'en reparlerai, mais évidemment, c'est intégré aussi dans la suite NVIDIA AI Enterprise. Voilà, donc pour revenir techniquement sur le contenu de Triton, beaucoup de back-end sont disponibles, donc vous les avez ici. Par exemple, Forest Inference Library pour inférer des modèles machine learning simples, type XGBoost ou Random Forest. ONNX si vous avez trouvé un modèle qui est déjà converti en ONNX. PyTorch, c'est tout à fait possible. Et puis ensuite, TensorRT, qui va être du coup évidemment le back-end favori en termes d'inférence GPU, puisqu'il va permettre les meilleures optimisations. Faster Transformer, qui va être un back-end spécifique pour les transformers. Et puis, si vous voulez utiliser des modèles sur CPU et puis optimiser avec OpenVINO, pas de problème, vous pouvez aussi les déployer sur Triton. Voilà, et après, il y a des modèles, des back-ends spécifiques pour les systèmes de recommandation, donc, des applications de requêtes d'informations, etc., ou de recommandations, comme UCTR. Et puis, bon, j'en passe, mais en tout cas, beaucoup de back-ends disponibles. Donc, une des features intéressantes sur Triton, c'est que vous pouvez avoir plusieurs modèles dans votre modèle store et envoyer des requêtes simultanées à différents modèles. Et ces requêtes vont être exécutées de manière concurrente, étant donné que chacun des modèles aura son instance qui aura été déployée sur le GPU et va pouvoir répondre de manière complètement indépendante de la requête qui aura été envoyée au modèle d'à côté. Donc, ça permet d'inférer de manière concurrente plusieurs modèles sans avoir à écrire un code spécifique et à gérer soi-même ses requêtes, etc. Par ailleurs, on peut aussi déployer plusieurs instances du même modèle à disposition. Et dans ce cas-là, plus on augmente le nombre de requêtes, elles vont être chacune attribuées à l'instance disponible et permettre du coup d'en processer en parallèle. Donc, si une requête contient déjà elle-même un batch d'images, eh bien, chacune de ces requêtes va aller sur l'instance, qui va permettre de pouvoir processer plusieurs batchs sur chacune des instances. Enfin, un batch sur une instance et donc plusieurs batchs en même temps sur un modèle. Et en parallèle, il peut y avoir un autre modèle qui a aussi reçu des instructions et d'autres requêtes. Donc voilà, ça fait partie des features quand même très intéressantes de Triton concernant l'exécution concurrente de tous ces modèles et l'orchestration automatique en fait par le serveur lui-même. On ne fait que envoyer les requêtes et on reçoit le résultat de manière optimisée, si on a mis le bon nombre d'instances, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être configurées. Je vois juste qu'il y a une petite question sur le Q&A, mais est-ce que je peux le voir? Voilà, ici. Parfait. Très bien. Donc, juste quelqu'un qui manifeste son enthousiasme vis-à-vis de ce masterclass, j'en suis ravie. Donc, batching dynamique, un autre feature très intéressante de Triton, ce qui vous permet donc de ne pas avoir à gérer la partie batching du côté client. C'est-à-dire que le client envoie des requêtes. Et si l'application dans laquelle on se trouve n'a pas besoin d'un retour extrêmement rapide, donc c'est-à-dire qu'on envoie une requête, on peut attendre un tout petit peu d'en avoir plusieurs avant de récupérer le résultat. Dans ce cas-là, le batching dynamique, c'est ce qui est intéressant sur Triton, qui permet de justement stacker ces requêtes et de les envoyer ensemble plus tard. Donc, on peut avoir un petit délai, donc une latence plus élevée de par le fait qu'on attend plusieurs requêtes, mais finalement, dans l'ensemble, par seconde, on va peut-être être
on va être capable de gérer plus de requêtes, puisqu'en fait, quand elles sont batchées, elles sont inférées de manière plus efficace. Et donc, il y a moyen de gagner aussi là-dessus en proposant un batching dynamique et en laissant à Triton le choix de les inférer ensemble ou non. Voilà, donc ça, c'est une feature très intéressante également. Donc, en fait, c'est les deux les plus principales de Triton, c'est l'exécution concurrente et le batching dynamique. Ensuite, vous pouvez aussi inférer des modèles en chaîne. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ensembling, le modèle ensemble, dans lequel vous allez pouvoir, en fait, finalement, définir une pipeline de modèles que vous voulez inférer les uns après les autres. Donc, il faut que cette pipeline soit linéaire pour utiliser le modèle ensembling. Si elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire s'il y a des exécutions, s'il y a des conditions, des if, ou des loops, des modèles qui ont besoin d'être inférés plusieurs fois sur eux-mêmes, par exemple le modèle autorégressif. Dans ce cas-là, on va utiliser plutôt le business logic scripting. Mais en tout cas, ces deux fonctionnalités permettent d'inférer en fait à la suite, comme si c'était un seul et même modèle. Donc, vous envoyez une requête avec une image simple et derrière, vous allez configurer, donc ça va être un fichier texte dans lequel vous allez dire infère le pré-processing, puis la classification sur les résultats des pré-processing. Et puis, ça peut partir des différents côtés. Sur le résultat des images pré-processing, je veux aussi avoir la segmentation. Donc, vous pouvez aussi également le préciser dans la configuration. Donc, vous configurez votre pipeline en disant juste input, output, modèle suivant, input, output, etc. Et en fait, cet ensemble va être inféré dans son ensemble, comme un seul modèle. Voilà. Donc ça, c'est aussi très puissant. Ça vous évite d'avoir à gérer les allers-retours avec le client entre j'envoie ma requête, je récupère le résultat du pré-process, je l'envoie au suivant, etc. Donc ça, c'est sous-optimal d'un point de vue code et aussi d'un point de vue mémoire, parce que du coup, quand vous parlez d'un ensemble comme celui-ci, l'ensemble de la gestion mémoire est laissé aux soins de Triton, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez envoyé votre requête, il va évidemment optimiser les échanges entre les différents modèles et entre les différentes parties jusqu'à récupérer le résultat et éviter les copies mémoire entre les différentes requêtes. Donc, évidemment, très intéressant quand vous avez un pipeline qui est clair, fixe, qui n'a pas besoin de code entre les deux, entre chaque modèle, etc. Et si vous avez besoin d'un peu plus de code, vous pouvez toujours l'écrire en business logic scripting, ce qui est aussi en Python ou en C++. Donc là, c'est vous qui écrivez fais ci, fais ça, puis fais ci, fais ça. Et ensuite, tout ça, c'est inféré de manière, dans un ensemble également. Voilà, donc deux possibilités. Celle-ci va être plus optimale au niveau de la gestion de mémoire. Les business logic scripting sont quand même très pratiques également pour inférer des architectures un peu complexes. Et donc, Triton, très pratique à déployer. 3 étapes pour démarrer. Simplement convertir le modèle dans un format que le serveur peut lire. Donc, on a dit toutes sortes de back-end qui existent, PyTorch, etc. Écrire un fichier de configuration comme celui-ci, donc très simple, le nom du modèle, la plateforme, qu'est-ce que je suis en train d'inférer, éventuellement la maximum batch size que le modèle peut supporter. Et puis, du coup, on précise le type de données en entrée, le type de données en sortie, et c'est tout. Donc, après, ce qui s'y passe à l'intérieur, c'est censé être le modèle qui le décrit. Si ici, vous mettez un back-end Python, vous pouvez écrire un script Python et l'inférer comme n'importe quel autre modèle. Voilà. Donc, où vous mettrez votre modèle. Donc, on avait dit dans le modèle entrepôt, vous allez avoir un dossier pour chaque modèle. Et dans ce dossier, vous allez avoir un sous-dossier par version du modèle. Donc, si vous avancez dans le déploiement, vous voulez ajouter un nouveau modèle sans avoir à relancer tout le serveur, vous pouvez tout simplement ajouter un deuxième modèle ici et spécifier dans la configuration de checker pour les derniers modèles disponibles. Voilà. Et donc, vous mettez votre modèle. Donc, moi, modèle plan-plan, c'est un modèle TensorRT, mais si c'était PyTorch, ce serait .pt, etc. La configuration, et voilà. Et ensuite, vous appelez votre serveur. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, j'espère, sur la démo. Donc ensuite, comme je disais, Model Analyzer, c'est un outil qui vous permet de configurer correctement ou optimalement l'ensemble de vos modèles. Donc, vous allez donner vos contraintes. Donc, l'application, est-ce qu'elle a besoin d'une latence très réduite? Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un certain délai? Quel est le throughput qu'on espère atteindre?
Et puis, du coup, l'ensemble des modèles que vous allez lui donner à évaluer. Et il va vous sortir en fait une courbe avec différentes possibilités, donc différents points de fonctionnement entre le throughput et la latency. Vous allez pouvoir choisir les bons paramètres. Donc, la configuration, elle vous est donnée directement. Et du coup, vous n'avez qu'à la copier dans le modèle repository selon le point de fonctionnement qui vous intéresse. Donc voilà, donc, très intéressant. Model Analyzer a été récemment mis à jour et supporte maintenant justement l'analyse aussi des modèles ensembling, comme je l'ai précisé tout à l'heure, et qui du coup vous donne la configuration pour tous les modèles internes de l'ensemble entier. Donc, outil très intéressant et important dans le déploiement, d'analyser bien correctement la performance de ces modèles afin de choisir la configuration optimale. Et puis, vous pouvez aussi utiliser le modèle Navigator, qui est encore une surcouche supplémentaire pour faire toute la partie conversion depuis le modèle que vous avez directement extrait de votre framework d'apprentissage jusqu'à Kubernetes, par exemple, donc le MStart directement disponible pour le déploiement. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la théorie. En pratique, c'est bien de connaître un peu chacune des étapes et de vérifier chaque étape qu'elle se passe correctement. Et puis donc, Triton s'intègre dans toutes sortes d'écosystèmes, hein, comme je vous disais au début, donc toutes les plateformes cloud, les plateformes aussi de MLOps. Voilà, donc tout un tas de partenaires, juste des compatibilités avec tous ces outils. Et donc, une chose intéressante aussi, relativement récente, donc c'est Triton Management Service, qui est pour l'instant disponible uniquement en Early Access, qui est en fait le Triton de Triton, enfin pour les Tritons. C'est-à-dire que ça va être l'orchestrateur des différents serveurs. Donc, vous pouvez imaginer avoir plusieurs serveurs sur un gros système de plusieurs nodes, plusieurs GPU, plusieurs pods Kubernetes, sur lesquels vous allez vouloir déployer les instances de manière automatique et également faire état d'un load balancing, c'est-à-dire charger, décharger les modèles, récupérer de la mémoire quand les modèles ne sont pas utilisés, donc avoir toute cette orchestration automatique sur une surcouche supplémentaire de vos serveurs Triton. Donc c'est un petit peu, c'est juste une orchestration des orchestrateurs. Donc très puissant également, aussi très, très nécessaire aujourd'hui dans le cas d'applications qui doivent scaler très rapidement ou s'adapter à une demande très variable selon le jour, la nuit, je ne sais pas, et donc aussi dans le souci évidemment d'économiser les ressources GPU. Donc très intéressant. Ceci est disponible dans la suite Enterprise uniquement, donc c'est-à-dire qu'il va falloir que vous ayez déjà utilisé un petit peu Triton et puis que vous ayez signer cette licence NVIDIA Enterprise pour avoir accès et le support à Triton Management Service. Mais en Early Access, voilà, il est tout à fait possible d'essayer, de voir un petit peu comment ça se comporte et d'avoir une discussion avec nous sur cet outil-là. Voilà, donc voilà ce que j'avais à présenter sur Triton de manière très, très, très haut niveau. Et alors, je vais essayer de vous montrer ce qu'on vient de se dire de manière dynamique. Donc, je suis là sur une instance à 10, Ubuntu qu'on m'a prêté de chez Oracle. Vérifions cela. Donc, on va voir si... Voilà. Donc, effectivement, NVIDIA SMI nous dit que je suis bien sur une A10 qui a déjà quelques modèles chargés. Voilà. Et donc, ce qu'on vient de se dire, c'est qu'on peut partir d'un modèle PyTorch. Donc, alors je suis sur l'instance qui a déjà, donc c'est une VMI chez NVIDIA, donc il y a déjà l'accès à notre cloud NVIDIA sur lequel on peut récupérer des Docker de manière très, très directe. Donc par exemple là, j'ai récupéré un Docker PyTorch, qui est un Docker NVIDIA de PyTorch, donc c'est simplement PyTorch plus nos drivers, plus tout un tas de choses qui sont préinstallées. Voilà, donc c'est ce qu'on recommande évidemment, et de récupérer ces containers, de se mettre sur un container PyTorch ou peu importe lequel, mais de chez nous, de sorte à avoir les librairies à jour et optimisées pour les drivers en fonction du numéro de version. Voilà, donc du coup, je suis sur ce container et j'ai ouvert un notebook depuis le container. Donc, dans le container, j'ai déjà tous les imports qui sont là. Donc, je peux récupérer le modèle ResNet, qui est un modèle de classification d'images basique, appris sur ImageNet. Voilà, donc le modèle est ici. Il a 1000 sorties, qui sont les 1000 classes que je vais pouvoir interroger. Et donc, ce modèle ResNet, je vais lui préparer un dossier, comme on l'a vu,
pour un modèle repository, qui va être du coup le modèle repository pour Triton, dans lequel je vais mettre les modèles PyTorch. Donc, on va le faire l'expérience en déployant sur CPU, puis sur GPU, puis sur TensorRT, etc. On va voir. Donc, j'ai créé mon modèle repository, j'y mets le modèle dedans en version PyTorch, donc il faut juste le convertir en TorchScript. Voilà. Et donc, je lui crée sa configuration. Donc, on a vu ensemble qu'est-ce que c'était. Là, je vais préciser que l'instance, ça va être un CPU. Et puis, donc, l'input, c'est une image, 3 channels, tout ce qui est plus image. Et la sortie, c'est 1000 classes de classification. Donc, voilà, cette configuration s'est mise dans le modèle repository ici, comme on l'a précisé tout à l'heure. Voilà, donc je vais faire ça pour la suite des modèles. Donc, le même modèle sur GPU. Voilà. Je lui crée sa configuration dans laquelle ici, je précise que c'est une instance GPU. Et puis, je crée aussi ensuite la version ONNX de ce même modèle qui va me servir pour la conversion TensorRT. Donc, tout ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, mais convertissons. Voilà. Donc, une fois que j'ai mon modèle ONNX, je peux utiliser la fonction TensorRT exec pour convertir ce modèle en TensorRT. Et donc, c'est là que la magie opère sur les optimisations dédiées au GPU. Donc, cette commande prend un petit peu de temps, mais on va la laisser exécuter. Donc, tout simplement, voilà, le passe de modèle ONNX. Et je précise que je vais exporter directement en FP16, donc float.16, par rapport au fait que mon modèle, à l'origine, est en float 32. Donc, ça a déjà une étape de pseudo-quantification, finalement, qui réduit un petit peu la taille du modèle et augmente la rapidité d'exécution, sans modifier du tout, de manière perceptible, l'accuracy du modèle. Voilà, donc, TensorRT essaie d'avoir les meilleures tactiques pour optimiser son modèle. Ensuite, on lui créera sa configuration, et puis on vérifiera qu'on a bien les modèles dans le dossier. Donc, pendant que TensorRT s'optimise, je vais aller loader donc, le Docker Triton. Donc là, je me mets sur mon instance et je vais voilà, donc, chercher le container Triton en lui précisant un certain nombre de ports pour pouvoir communiquer avec lui. Voilà. Bon, il était déjà en cache, mais c'est très rapide. Et je me mets dans mon workspace dans lequel en fait j'ai accès au modèle repository qui est le dossier modèles qu'on a défini ensemble. Voilà, donc TensorRT a fini et donc tous mes modèles sont disponibles dans le dossier modèles et donc je n'ai plus qu'à lancer le Triton serveur. Donc, Triton serveur, je dis modèle repository et je lui dis que c'est le dossier modèles dans lequel il y a tous les modèles. Voilà. Et là, voilà. Donc, le serveur est ready, c'est-à-dire qu'il a lu l'ensemble des modèles qu'il y avait dans le dossier, il les a reconnus, il est capable de les inférer, tout va bien. Et puis, il nous dit que les ports disponibles pour communiquer en gRPC ou en HTTP sont ceux-ci. Voilà, donc le serveur Triton est disponible. Donc, maintenant, je vais pouvoir communiquer avec lui. Donc, pour vérifier depuis le client, donc là, le client, c'est moi sur le Docker PyTorch, mais ça pourrait être vous depuis n'importe où. Donc, voilà, HTTP, OK, et le port pour le modèle PyTorch CPU est bien répondant. Ensuite, donc, du côté client, on a besoin d'installer juste Triton client. Voilà, donc ça se fait par un pip install, ou bien de se mettre sur un Docker SDK, donc un petit Triton SDK. Voilà, mais le pip install est tout à fait pratique. Et ensuite, une fois qu'on a ce Triton client à disposition, ça va nous permettre de juste définir les requêtes, l'entrée et la sortie des requêtes. Voilà. Donc, on a ici dit qu'on avait affaire à une image, le nom de l'input et le nom de l'output qui sont mis dans la configuration du modèle, donc il faut les respecter. Et avec cet input name et cet output name, je vais pouvoir inférer, donc envoyer une requête. Donc, je set une donnée. Alors, la donnée ici, c'est juste pour l'exemple, donc c'est
un numpy array de 1 de la taille de l'image, mais en tout cas, on simule bien qu'on envoie le même volume de données que si on envoyait une image. Et puis, donc, on va inférer les modèles en plusieurs... on va envoyer 1000 requêtes pour moyenner un petit peu le temps d'exécution et observer les résultats. Donc, on va le faire sur le modèle GPU. Alors voilà, donc ça, c'est évidemment le... Ah oui, c'est parce que j'ai oublié ça. Hop, voilà. Donc, le modèle GPU s'infère. Donc, on a 1000 requêtes qui sont envoyées et on récupère les résultats. Voilà, donc ça a mis, donc il a été capable d'inférer 127 exemples par seconde avec une latence de 7,8 millisecondes. Donc ça, c'était le modèle PyTorch d'origine. Donc l'export ONNX, puis alors, le TensorRT. Donc l'export ONNX déjà est un petit peu optimisé de par le fait que ONNX a enlevé tout ce qui était non nécessaire dans PyTorch. Donc on a gagné un petit peu. En TensorRT, c'est là qu'on voit que ça a un intérêt d'inférer en FP16 et en TensorRT. Donc, on est passé de 190 à 246 exemples par seconde. Et on a déjà diminué la latence quasiment par 2. Et voilà. Donc, en fait, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer, la simplicité de l'inférence par cet outil Triton. Et puis, PyTorch, alors, on a aussi la version CPU qu'on peut lancer. Bon, on a un petit peu son temps pour comparer que bon, l'utilisation des GPU, c'est quand même pas mal. Voilà, donc nos 4 modèles peuvent s'inférer comme ça de manière tout à fait simple. Voilà, bon, sur CPU, on était à 50, là où en GPU, on a 250 exemples par seconde. Donc, on a accélération x5 qui est quand même bonne à prendre. Alors, on a vu que là, on avait envoyé une image unique, mais si, imaginons, votre client, il peut se permettre de batcher de son côté. Donc, il a un batch de 32 images qu'on va lui envoyer. Et puis, donc on l'envoie au modèle TensorRT FP16. C'est juste pour montrer que que TensorRT peut peut inférer des batchs et qu'il est un petit peu optimisé pour faire ces opérations sur des batchs. Donc, on va voir que le temps d'exécution n'est pas proportionnel à 32, mais inférieur. Donc, on a tout intérêt à batcher avant de donner à TensorRT. Donc là, du coup, on a inféré 436 exemples par seconde du fait que l'on a batché, avec une latence qui n'est pas tout à fait multipliée multipliée par 20, mais pas par 32 en tout cas. Par contre, du coup, si on regarde le throughput, on est largement au-dessus de ce qu'on était capable de faire avec 246 sans batcher. Voilà. On pourrait aussi observer que si on change de protocole, donc là pour l'instant j'ai utilisé HTTP, mais si on change en gRPC, il peut y avoir des différences et aussi potentiellement des accélérations en passant à gRPC. Ça dépend des use cases, ça dépend de ce qu'on fait avec, mais c'est intéressant de comparer. Et puis, donc là, vous avez remarqué que j'envoie les requêtes dans une simple boucle for et j'attends le résultat avant d'envoyer la suivante. Donc, il n'y a pas la notion de dynamique, le batching, etc. Par contre, dans un contexte de requête asynchrone, donc c'est ce qu'on va essayer de simuler ici, en fait, on va pouvoir aussi bénéficier du batching de Tensor, enfin en tout cas de l'optimisation que Triton va avoir dans la communication. Donc, il va pouvoir inférer une première image, puis récupérer déjà la seconde, puis inférer ensuite. Donc, il y a tout un tas de délais de communication qui sont réduits. Et donc, on a tout intérêt à être dans un... Enfin, intérêt. Si l'application le permet, d'être dans un... On est souvent dans un cas de figure où les requêtes sont asynchrones. Et en fait, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que du coup, c'est nettement accéléré. Donc là, j'ai mis 10 000 requêtes, là où tout à l'heure, j'en avais mis que 1000. Mais en fait, c'est parce que c'est très rapide. Quand les requêtes sont asynchrones, il peut en gérer, gérer son flux de manière optimale. Voilà. Donc, ça, c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer en direct. Par ailleurs, l'exécution concurrente, donc c'est pareil. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile à montrer comme ça sur un notebook. Il faut écrire il faut simuler les requêtes un petit peu plus de manière plus structurée. Donc par contre, on a un outil qui permet de le faire et d'analyser ce qui se passe quand on envoie des requêtes concurrentes. Donc c'est Performance Analyzer ou Model Analyzer, comme je disais tout à l'heure. Performance, c'est juste la même chose, mais à un niveau plus granulaire du modèle tout seul. Donc, j'ai fait ces expériences au préalable, donc en loadant le Docker SDK. Et puis, du coup, il y a accès à Performance Analyzer dessus, sur lequel vous pouvez simuler un range d'exécution concurrente entre 1 et 8.
enfin entre 1 et ce que vous voulez. Là, je l'ai fait pour 8 et ça me donne en fait un CSV. Donc là, ce que j'ai fait, donc si j'avais rien changé, donc la première fois, je l'ai lancé avec concurrente exécution de 1 à 8, mais avec une seule instance, comme on l'avait dans notre configuration d'origine. Et ensuite, je l'ai relancé avec, ici, modifier l'instance groupe. Donc, j'ai dit que j'autorisais le Triton à créer 4 instances de ce modèle sur le GPU. Donc, rappelez-vous ce que j'avais expliqué au préalable. Donc, ça veut dire que j'ai 4 versions du modèle, enfin, donc 4 fois le modèle disponible et je peux lui envoyer 4 requêtes en même temps. Donc, ça a un intérêt et c'est ce qu'on va observer donc, dans les résultats. Donc, sur ce petit CSV, c'est la version où il y avait une seule instance et 8 requêtes concurrentes, enfin jusqu'à 8 requêtes concurrentes. Et on voit qu'en fait, le nombre d'inférences par seconde, quand j'envoie une seule requête, c'est ce qu'on retrouve à peu près de ce que j'avais dans les chiffres. Quand j'envoie 2 requêtes concurrentes, là, il y a juste le coût de communication qui est optimisé. Récupérer la première avant d'inférer la deuxième, donc rien que ça, c'est intéressant. Mais après ça, une fois qu'il a optimisé ce flux, plus j'ajoute des requêtes, il est intéressant d'avoir une seule instance d'un modèle et d'envoyer plusieurs requêtes concurrentes au-delà de 2. Par contre, si plus j'ajoute de requêtes en concurrence, plus en fait on est capable de faire d'inférences par seconde. On peut augmenter, je ne suis pas allée plus loin, mais on voit que l'augmentation est nette. Enfin, c'est-à-dire que le throughput augmente. Voilà. Donc, alors je vois que, est-ce qu'il est possible de partager le notebook Jupyter? Alors, en fait, celui-là exactement, je ne suis pas tout à fait sûre, mais on a une formation en ligne. Donc, si vous avez accès à notre DLIs, donc Deep Learning Institute de chez NVIDIA, il y a des self-paced qui sont tout à fait, qui sont gratuits, que vous pouvez faire, et il doit y en avoir un sur Triton avec des notebooks relativement basiques comme celui-là. Sinon, sur Internet, la documentation Triton est quand même très sympathique. Il y a beaucoup de tutoriaux, donc en fait, vous pouvez retrouver exactement ce que je viens de faire sur les tutoriaux, à mon avis, aussi. Voilà. Donc, je vais revenir à ma présentation. Donc, ça, c'était sur Triton. Alors ensuite, si je rentre un petit peu dans les détails de TensorRT, donc pour rappel, on se place à ce niveau-là. Donc, on a imprégné un modèle déjà et on va s'intéresser à son inférence. Et donc, on a des contraintes potentiellement de concurrence, de temps réel, et on a besoin de mise à jour rapide de tous ces modèles qui sont en service. Et puis ensuite, on a Triton pour la partie inférence. Donc, TensorRT, en fait, se trouve au niveau de cette brique inférence. Et en fait, il reprend les mêmes éléments que Triton, du fait qu'il est capable de communiquer avec des frameworks de type différents, PyTorch, TensorFlow, etc. Et en fait, c'est dans TensorRT que se passe l'optimisation de la gestion mémoire, un certain nombre d'optimisations liées aux architectures, ResNet, Transformer, etc. Et puis TensorRT est compatible avec toutes sortes de hardware. Donc c'est juste que pour faire un focus sur l'endroit du schéma où on était au début. Et donc TensorRT, en fait, c'est un SDK qui vous permet d'atteindre la haute performance pour l'inférence sur les modèles de deep learning. Et son objectif, c'est de maximiser le débit des applications sur lesquelles la latence est critique, donc vraiment d'accélérer en fait vos modèles sur le compilateur et sur l'environnement d'exécution. C'est un petit peu important ça, parce que TensorRT, quand vous faites la conversion d'un modèle, il faut la faire sur le même hardware que vous allez inférer, parce que l'optimisation dépend du type de hardware. Donc voilà, ça c'est un petit détail important à prendre en compte. Voilà, donc on a sur TensorRT la possibilité d'inférer en FP32, en TF32, en FP16 et en Int8. On va voir cette partie-là de quantification. On a des optimisations qui sont en fait dues à la fusion de couches du réseau qui sont parfois les unes après les autres, mais en fait on peut les comprimer pour en faire un seul kernel. Donc c'est ce que s'occupe de faire TensorRT pour optimiser en fait la bande passante sur le GPU. Et puis aussi tuner les noyaux, donc les kernels CUDA en fait, qui sont directement optimisés en fonction de ce qu'il y a à faire. Voilà, et puis la possibilité de traiter plusieurs flux en parallèle, ça aussi, ça vient de l'optimisation sur TensorRT, etc. Donc voilà, pas mal de features
précises, enfin, où en fait le cœur de nos optimisations GPU passe par TensorRT. À chaque nouvelle version, évidemment, on voit des améliorations. Donc, par exemple, de la version 8.4 à la version 8.5, on a modifié la rapidité d'inférence du fait qu'on a la possibilité maintenant d'inférer en int8. Il y a des choses qui sont optimisées au niveau de la mémoire, donc la lazy loading qui permet d'accélérer juste l'envoi de la donnée sur le GPU, etc. Il y avait les nouveaux modèles de type transformer. Bon. Donc voilà. Et puis maintenant, il y a la version 8.6 qui est disponible, et le slide n'était pas encore là. Donc sur TensorRT, voilà, donc vous avez accès à TensorRT de manière gratuite sur le site NVIDIA Developer. Vous devez juste vous créer un compte. Je vous donnerai le QR code à la fin. Et donc, comme on vient de le dire, l'inférence peut avoir lieu à différents niveaux. Donc, vous pouvez choisir de rester dans le framework, donc de faire l'inférence en PyTorch ou en TensorFlow, directement sur le framework. Mais là, vous n'avez aucune optimisation. Vous pouvez faire que du Python. Par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez utiliser TensorRT qui est intégré à PyTorch. Vous avez PyTorch RT ou TensorRT TFRT. Voilà, mais là, du coup, il y a uniquement les modèles qui sont disponibles dans ces frameworks. Et ensuite, vous pouvez faire du TensorRT natif. Donc là, il faut connaître un petit peu, c'est très personnalisé, mais vous pouvez créer vos layers, vous pouvez créer tout un tas d'optimisation vous-même, mais bon, ça demande un peu plus de connaissances. Voilà, donc en tout cas, l'optimisation de l'inférence peut se faire à différents niveaux, comme présenté sur ce slide. Voilà, donc pour les modèles de langage, évidemment, la comparaison qu'on donne, c'est entre l'utilisation du CPU et l'utilisation du GPU avec TensorRT sur une A100. Bon, c'est un peu les deux modèles extrêmes, mais c'est un peu le gain que vous pouvez imaginer en passant du CPU au GPU optimisé. Et donc, évidemment, le real-time des gros modèles de langage qui comptent 3 millions de paramètres et plus n'est possible que par ce type d'optimisation pour l'instant. Voilà, donc je vais maintenant parler un petit peu de certaines techniques d'optimisation de modèles. Donc là, on est au niveau du modèle lui-même. Bon, très rapidement, pour la connaissance, vous pouvez aussi avoir envie de pruner votre modèle, c'est-à-dire de réduire sa taille après l'apprentissage, directement après l'apprentissage, donc avant tout ce qu'on vient de se dire. En fait, juste vous avez votre modèle PyTorch et même en PyTorch, vous pouvez réduire déjà la taille du modèle par cette étape de pruning qui consiste à en fait enlever les neurones qui ne sont pas utilisés, qui n'ont pas d'importance dans le calcul, et puis réentraîner ensuite le modèle pour consolider un petit peu la nouvelle architecture que vous venez de réduire. Donc cette étape-là est quand même très intéressante parce qu'en fait l'apprentissage des modèles parfois fait en sorte que certains neurones ne sont pas utilisés, parfois on en prévoit trop, ou parfois ils sont difficiles, enfin bref, donc selon la façon dont le modèle est appris, il peut y avoir des neurones qui sont inutilisés, donc à enlever, on gagne en mémoire et en rapidité d'exécution, il y a moins de calculs à faire. Donc cette étape de pruning est intéressante. L'étape de quantification, donc c'est celle que je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui, donc vous pouvez le faire après le training, tout simplement, donc juste en disant je voudrais passer mon modèle de FP32 à int8, donc de -127 à 127. Ou bien aussi, vous pouvez apprendre votre modèle en sachant que vous allez le quantifier derrière et donc déjà inclure l'erreur de quantification pendant l'apprentissage. Donc ça, c'est aussi très important. C'est ça qui permet de gagner un petit peu en accuracy voilà, parce que le pruning aussi, mais la quantification surtout, peut faire peur au premier abord de perdre énormément d'informations par le fait de quantifier les valeurs. Mais en fait, si c'est fait de manière consciente pendant le training, c'est-à-dire que les poids eux-mêmes sont déjà préparés au fait qu'ils vont être quantifiés après. Donc, du coup, avec ces techniques-là, on perd très peu en accuracy et ça permet d'obtenir des gains de vitesse quand même assez conséquents. Voilà, donc dans TensorRT, la quantification, donc une fois qu'on a appris un modèle en étant quantification aware, donc TensorRT va aussi optimiser donc, cette inférence en int8. Donc c'est lui qui va s'occuper en fait de convertir le modèle et de le quantifier. Donc c'est vraiment l'étape se passe dans TensorRT. Et
il va optimiser tout ce qu'il peut optimiser pour que l'inférence, donc des choses qui sont faisables en Int8 soient faites en Int8 et ce qui doit rester en FP32 reste en FP32. Voilà, donc c'est disponible aussi, c'est une boîte à outils qui est disponible, donc je vais vous montrer sur mon notebook. Et voilà. Et après, un petit mot sur la sparsity, donc ça c'est spécifique au GPU de type Ampère. Donc l'architecture Ampère des nouveaux GPU, donc A10, A100, enfin tout ce qui commence par A, et puis la Jetson Orin. Donc sur ces architectures-là, on peut bénéficier de nouveaux types de pruning. Alors il faut faire attention parce que le mot est un peu confusant, mais on va dire de sparsité, qui en fait est une forme aussi de réduction de la taille du modèle, pareil, qui nécessite aussi de réapprendre après avoir réduit la taille, pour consolider cette perte d'information, entre guillemets. Et en fait, là, c'est vraiment très puissant. C'est, je dirais, aujourd'hui ce qui est le plus intéressant à faire. Voilà, on divise par 2 le nombre de poids, enfin le nombre de poids qui sont à 0 et qui vont du coup pas intervenir dans les calculs. Et c'est en cela que ces noyaux deviennent sparses et que TensorRT est aussi capable d'inférer ce type de noyaux sparses. Voilà, et ça se fait donc pareil dans PyTorch, donc avec la librairie Apex et puis donc Automatic Sparsity. Et une fois qu'on a appris ce modèle en sparse, donc en sachant qu'il va être sparse, eh bien TensorRT pourra l'accélérer et le comprimer pour optimiser l'inférence. Voilà, donc vous pouvez jeter un œil à cette fonctionnalité sur les modèles type Ampère. Un seul mot sur les transformers. Donc, comme je disais au tout départ, TensorRT est capable d'optimiser aussi, de faire de la gestion de la mémoire des réseaux, l'optimisation des noyaux pour les transformers, donc type les modèles de langage par exemple, mais aussi en computer vision. Donc, beaucoup d'optimisations qui ont été faites à ce niveau-là et qui sont inclus du coup dans le back-end Faster Transformer qui est disponible sur Triton, qui vous permet en outre de gérer les multi-GPU. Donc, la communication entre GPU, donc vous allez pouvoir spécifier le numéro des GPU que vous voulez faire intervenir dans l'inférence. Et c'est Triton, avec le back-end Faster Transformer, qui s'intéresse à répartir l'inférence sur les différents GPU. Donc, des optimisations pour les larges modèles. Voilà, donc je vais passer rapidement sur le notebook de la quantification. Alors, celui-là, je ne l'ai pas en live, parce qu'il y a une petite partie de training à chaque fois, comme je vous ai dit, qu'il faut réapprendre, donc ça prend un tout petit peu de temps, donc je l'ai déjà fait tourner, mais pour le coup, celui-là est disponible sur Internet. En fait, il faudrait que je vous donne le lien sur le Slack. Voilà, donc tout simplement, ça passe un petit peu les mêmes étapes que j'ai présentées tout à l'heure. On part d'un modèle PyTorch, donc là c'est un MobileNet, peu importe, c'est aussi un exemple de classification d'images, avec la base de données ImageNet dont on va avoir besoin en fait pour réapprendre après avoir quantifié, comme je disais. Voilà, donc c'est des images de classe, donc là c'est la classe core. Bref, et puis donc ce modèle est appris une première fois, donc avec le code PyTorch classique. Voilà, donc il a tourné, c'est ça qui prend un peu de temps. Voilà, il a 5 époques. Et il atteint une accuracy de 76%. Bon, probablement que si on le laisse plus longtemps, il peut avoir mieux. Voilà le modèle de base. Ensuite, comme on l'a déjà fait, on convertit ça en TensorRT. Donc d'abord en NNX, puis en TensorRT. C'est toujours la même commande. Hein. Et là, on observe donc le modèle de base en TensorRT. Il prend 11 millisecondes à s'inférer. Bon, sur un batch de 64. Hein. Et là, on va faire la partie quantification. Donc, on va juste préciser à PyTorch qu'en fait, on va initialiser des modules de quantification avant de reloader le modèle. Comme ça, il prévoit l'espace pour faire les statistiques qui vont permettre de quantifier. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait? On regarde juste la distribution des valeurs, des poids sur une base de données, donc soit la base de données de training, soit une autre base de données de calibration qu'on appelle. Et donc, sur cette base de données de calibration, on va extraire les statistiques pour réduire au mieux, donc en conservant l'échelle et la distance entre les valeurs en int8. Donc, c'est juste qu'on a besoin d'initialiser ces modules pour qu'ils puissent calculer ces statistiques. Donc, voilà, les statistiques sont faites par Computamax et ComputerCollectStat.
Donc, il calcule, c'est des calculs de statistiques. Et ensuite, on enregistre ce modèle avec les statistiques qu'il a calculées. Et ensuite, comme je vous disais, donc on peut l'évaluer. Donc, ce modèle-là, qui serait quantifié, baisserait un petit peu son accuracy. Donc, on est à 73% ici. Et ensuite, TensorRT, de par ce modèle qui contient les informations de quantification, va optimiser aussi en Intuit, l'inférence en Intuit de ce modèle quantifié. Et là, donc TensorRT a fait son optimisation et on arrive à 3,5 de temps de calcul moyen sur GPU. Donc, on a divisé par 3, en fait, à peu près. Ce modèle déjà pré-quantifié, on peut aussi lui refaire subir la quantification aware training. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut continuer de l'apprendre une fois qu'il est quantifié. Donc là, il va continuer de s'apprendre, mais en sachant qu'il va être quantifié. Et donc, on va essayer de récupérer un peu d'accuracy. Alors là, sur ce run-là, ce n'est pas flagrant, mais vous pouvez le croire ou non, sur certaines applications, on retrouve l'accuracy de départ qui était de 76%. Donc, le modèle quantifié en QAT, voilà, pareil, on peut l'exporter en TensorRT, et on retrouve le même temps, puisqu'en fait, il n'a pas subi de plus d'optimisation que le post-training quantif, mais juste, il a été mieux appris. Donc, on est aussi sur 3,5. Voilà. Et ensuite, on peut évaluer ces modèles en TensorRT pour vérifier que l'accuracy est bien celle qu'on a annoncée. Voilà. Donc, on a regagné un petit peu de par le QAT. Ce n'est pas flagrant ici, mais comme je vous dis, ça dépend des modèles, ça dépend des architectures, et surtout, je ne l'ai pas laissé du tout assez longtemps. Donc, voilà. Mais en théorie, il peut retrouver à peu près 76%. Et par contre, on a une accélération notable du temps. Voilà, donc ce notebook-là est parfaitement disponible sur Internet. Alors ensuite, donc une fois qu'il a été appris, donc, tout ça, ça a généré un tas de modèles ici au fur et à mesure du notebook. Et ces modèles-là, juste je peux les déployer sur Triton de la même façon. Donc j'en prends 2, je les mets dans un modèle repository, dans l'architecture qu'on avait dite. Et puis ensuite, je peux les inférer donc, avec un client. Donc là, je crois que je l'avais fait. Très rapidement, j'éteins le serveur et je le relance avec les nouveaux modèles. Donc, hop, maintenant, ce n'est pas Triton modèle, mais ça s'appelle Triton modèle repository. Voilà. Donc, je relance mon serveur avec mes 2 modèles qui ont été quantifiés là. Voilà, il les a trouvés, ils sont ready. Et ensuite, je peux lancer le client. Donc, comme tout à l'heure, le client, c'est simplement, je précise mon input. Donc là, j'envoie un badge de 64 images de ma base de validation de mes images de corps, là. Enfin, ou pas de, il y a plusieurs classes d'ailleurs. Et je récupère les résultats. Je prends le argmax pour récupérer la classe. Et donc ici, je vais avoir le client. Voilà. Hop. Et donc là, j'ai lancé un badge de 64 tons, donc des images de tons. Et le modèle, comme on a vu, il est à 70% accurate, donc de temps en temps, il se trompe. Il y a majorité de tons, mais de temps en temps, il dit parachute, de temps en temps, il dit upshoot. Voilà, donc ça, cette inférence, c'est aussi via Triton que je viens de la lancer. Donc, vous êtes témoin de cette situation. Voilà ce que j'avais à vous montrer d'un point de vue pratique pour juste le lien entre ces différents modèles. Et donc, pour démarrer avec Triton, vous avez un tas de ressources disponibles. Donc, ici, donc, alors, soit vous pouvez les prendre en photo là, mais sinon vous aurez le slide deck. Donc, voilà, avec des quick start guide, des GitHub, le GitHub repository dont je vous parlais tout à l'heure qui est très actif. Et puis, Launchpad qui est aussi une application intéressante qu'on propose à nos clients pour faire des essais en fait dans un environnement qui est déjà tout préconfiguré où voilà, ils peuvent juste venir avec faire des essais sur des modèles qu'on a déjà disponibles. Tout ça fait partie de la suite Enterprise, donc NVIDIA AI Enterprise, qui en fait vous donne accès à du support principalement, mais aussi à des modèles préentraînés avec une accuracy peut-être un peu meilleure que celle que vous pouvez avoir sur le cloud qu'on propose de base. Donc il y a un certain nombre de fonctionnalités plus avancées auxquelles vous avez accès en souscrivant à cette AI Enterprise Software Suite. Et donc, notamment Triton Management Service, comme je vous disais, pour le large scale déploiement.
Et quoi d'autre? Voilà, bah, ça c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Triton et TensorRT. Voilà, et puis du coup, dans la suite, vous avez aussi Tao pour la partie apprentissage, Rapid pour des données tabulaires aussi, une magnifique librairie qui optimise la gestion des données sur le GPU. Et puis, donc, tout ça est accessible si vous êtes inscrit sur le programme développeur. Ça, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à donner votre email et vous avez accès au développeur écosystème. Donc, d'une part, à tous les containers, en fait, au NGC Cloud, tous les vidéos qui sont parfois on demand que vous ne pouvez pas cliquer parce que vous n'êtes pas inscrit sur le compte développeur. Donc, ça vaut vraiment le coup de juste créer son compte. Et puis aussi, du coup, après, vous avez accès aux formations, comme je vous disais. Il y en a certaines qui sont gratuites, d'autres qui sont self-paced, que vous pouvez faire chez vous, moyennant 30 €, je ne sais pas trop combien. Et sinon, celles qui sont avec instructeur, où là, c'est toute une journée, donc ça peut être intéressant pour vos équipes. Voilà. Donc, à discuter. Donc, si vous avez besoin d'un contact, n'hésitez pas à me dire et je vous mettrai en lien avec la personne qui s'occupe de ce programme. En attendant, vous pouvez juste tout simplement flasher ce QR code et joindre la communauté et avoir accès à tout ce dont je vous raconte. Ça, c'est totalement gratuit, c'est juste un email. Voilà. Et puis, voilà, d'autres ressources. Donc, vous aurez les liens dans la présentation. Alors, je vois qu'il y a une question. Voilà, j'ai fini, donc c'est parfait. Je vais juste répondre à la question. Là, vous avez toujours le QR code pour créer votre compte développeur. Triton gère-t-il la répartition des requêtes vers plusieurs serveurs avec des GPU? Voilà, donc le load balancing des requêtes. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes sur un serveur avec plusieurs GPU, là, dans la configuration, vous pouvez spécifier là où il y avait marqué instance count, vous pouvez en mettre plusieurs, donc autant que vous en avez dans le serveur. Et dans ce cas-là, il va s'occuper tout seul de répartir les requêtes selon les 8 ou 9 instances de GPU que vous avez mises. Et vous pouvez aussi mettre le numéro il y a le nombre d'instances que vous mettez sur chaque GPU, mais vous pouvez aussi préciser le instance name, ou en tout cas, si vous avez plusieurs GPU, vous pouvez mettre GPU 0, GPU 1, GPU 2, et sur ces GPU-là, il va déployer autant d'instances que vous avez précisées. Donc, cette partie-là est gérée de manière automatique par Triton. Et par contre, quand vous êtes en multi-serveur, donc vous avez plusieurs serveurs, multinode donc, là, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un serveur Triton par node et avoir un serveur master qui va gérer les deux. Bon, ça, c'était la méthode à l'ancienne. Maintenant, clairement, Triton Management Services va être fait pour ça et gérer le multinode. Voilà, si ça répond à la question.